Alors, aujourd'hui, on va plonger dans un chapitre, disons, assez sombre et surtout très longtemps caché de l'histoire de Paris. On parle d'une nuit qui a littéralement ensanglanté la capitale, mais dont le souvenir, eh bien, il a été comme méthodiquement effacé pendant des décennies. Voilà, juste quelques mots, mais derrière, c'est une véritable tragédie. Il faut s'imaginer, ce soir-là, des milliers de gens venus manifester pour leurs droits, pacifiquement, se sont retrouvés face à une violence d'État, mais d'une brutalité absolument inouïe. Et c'est ça, en fait, les deux grandes questions qui vont nous guider. On va essayer de décortiquer ensemble les faits, bien sûr, le contexte, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, les raisons de ce silence. Un silence vraiment assourdissant. Bon alors pour commencer, posons les bases. Quand on parle de ce massacre, de quoi parle-t-on exactement? Alors concrètement, on parle de la répression sanglante d'un rassemblement qui se voulait totalement pacifique. C'est la Fédération de France du FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, qui organise. Et la consigne, elle est limpide. Zéro violence. Vraiment, aucune. Sauf que la réponse des forces de l'ordre, elle, a été d'une toute autre nature. Évidemment, une telle explosion de violence, ça ne sort pas de nulle part. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. On va voir que le contexte était, disons, électrique. On est en pleine guerre d'Algérie, ça dure depuis 1954. Mais là, le conflit a carrément traversé la Méditerranée. Il s'est exporté en métropole, et surtout à Paris. C'est un moment super critique, les négociations pour l'indépendance sont en cours et la tension est palpable. Le FLN, pour mettre la pression et peser dans ces négociations, décide d'intensifier ses actions et de prendre pour cible la police parisienne. Ce tableau, il est vraiment parlant. Il met des chiffres concrets sur cette escalade de la violence. Regardez bien. Rien que pour l'année 1961, en moins de 10 mois, il y a plus de policiers tués que pendant les 2 années d'avant réunis. On peut imaginer le climat, une vraie psychose, beaucoup de colère et une énorme volonté de revanche qui monte dans les rangs de la police. Et puis, il y a cette phrase du préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Elle fait vraiment froid dans le dos. Pour un coup donné, nous en porterons 10. Ce n'est pas juste une phrase en l'air, hein. Pour ces troupes, c'est perçu comme un blanc-seing, une sorte de permis de tuer, une carte blanche pour une répression sans aucune limite. Le message est on ne peut plus clair, la riposte sera terrible. Et la goutte d'eau, l'étincelle qui va tout déclencher, c'est ce couvre-feu imposé le 5 octobre. Une mesure ouvertement discriminatoire. Elle ne vise que les travailleurs algériens. Pour le FLN, c'est une humiliation pure et simple. C'est inacceptable. La réponse, ça va être une grande démonstration de force, mais pacifique, pour dire non à cette interdiction et réclamer l'égalité. Et l'on arrive donc à cette nuit terrible du 17 octobre 1961. Alors, que s'est-il passé concrètement? Ce qui est absolument frappant, c'est le contraste. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, les consignes du FLN pour la manif, pacifique. Zéro arme, pas le moindre projectile. On demande aux familles, hommes, femmes, enfants, de marcher dans le calme le plus total. Et de l'autre, des forces de l'ordre complètement survoltées, chauffées à blanc par de fausses rumeurs qui circulent à la radio, des rumeurs de policiers tués, ils sont prêts à un déchaînement de violence. Donc, le soir du 17, ils sont des dizaines de milliers d'Algériens à marcher vers le cœur de Paris. Sauf que la ville est complètement quadrillée par la police. Au pont de Neuilly, sur les grands boulevards, près de Saint-Michel, partout. C'est le même scénario d'horreur qui se répète. Les policiers chargent, matraquent et même tirent sur une foule qui n'a absolument rien pour se défendre. Et le pire, le sommet de l'horreur, ce sont ces témoignages de gens qui ont vu des policiers jeter des corps, parfois encore vivants, directement dans la Seine. 11 518. C'est juste un chiffre, mais c'est le nombre d'arrestations en une seule nuit. C'est un chiffre démentiel. Ça donne une idée de l'ampleur de la rafle qui a été organisée ce soir-là. Et il y a un point qui est super important à comprendre, la violence, elle ne s'arrête pas dans la rue. Pas du tout. Elle continue, loin des regards, dans des centres de détention improvisés comme au Palais des Sports. Là, des policiers forment ce qu'ils appellent des comités d'accueil. En gros, les détenus sont systématiquement passés à tabac, parfois pendant des jours. L'horreur se poursuit, mais à huis clos. Et tout ça, ça nous amène forcément à la question la plus terrible, et celle qui a été au cœur de la dissimulation pendant des années, combien de morts y a-t-il eu? Parce que derrière cette question, en apparence simple, il y a un enjeu politique et mémoriel qui est juste énorme. Établir la vérité sur le nombre de victimes, ça voulait dire reconnaître l'ampleur du crime. Et ce tableau, il résume parfaitement ce qu'on a appelé la bataille des chiffres. Au début, la version officielle est presque ridicule. On annonce 2 morts le lendemain, puis 7 quelques semaines après.
Il a fallu attendre le travail acharné des historiens des dizaines d'années plus tard pour commencer à y voir plus clair. Aujourd'hui, les estimations sérieuses parlent d'entre 30 et plus de 100 morts, certains vont même jusqu'à 200. Cet écart, il est abyssal. Il montre bien à quel point l'État a tout fait pour nier la réalité du massacre. Donc, après le massacre, après le mensonge, vient le temps de la mémoire. Ou plutôt, on devrait dire le temps du long et très difficile combat pour la mémoire. Et là, on revient à notre deuxième grande question du début. Comment est-ce possible qu'un drame pareil, en plein cœur de Paris, ait pu être comme ça complètement effacé de la mémoire collective pendant aussi longtemps? L'explication, elle est assez complexe. Les historiens parlent de la thèse de l'occultation, et c'est assez parlant. En fait, ce n'est pas une seule entité qui est responsable, mais une sorte de convergence d'intérêts qui a poussé à l'oubli. Il y a l'État français, bien sûr, qui voulait cacher son crime. Il y a une partie de la gauche française de l'époque qui s'est beaucoup plus mobilisée pour d'autres victimes, celle du métro Charon quelques mois après. Et même, aussi paradoxal que ça puisse paraître, le gouvernement algérien lui-même, une fois l'indépendance acquise, qui n'avait pas très envie de mettre en avant des gens qui sont devenus ses opposants politiques. Mais ce mur du silence, il a quand même fini par se fissurer. D'abord, grâce au travail de journalistes et d'historiens dans les années 80 et 90. Et puis, il a eu un événement clé, le procès de Maurice Papon, mais pour son rôle dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, forcément, son passé de préfet de 1961 refait surface. C'est un vrai tournant. Ça ouvre des archives, ça libère la parole et ça prépare le terrain pour une reconnaissance officielle. Et cette chronologie, elle montre à quel point ce processus a été incroyablement lent. Il a fallu attendre 40 ans pour avoir une simple plaque à Paris, 51 ans pour que le président Hollande reconnaisse une répression sanglante, 60 ans pour qu'Emmanuel Macron parle de crimes inexcusables, et plus de 60 ans pour que l'Assemblée nationale vote, enfin, en 2024, le principe d'une journée de commémoration. Au final, l'histoire du 17 octobre 1961, elle nous pose une question qui nous dépasse tous. Elle nous montre que la mémoire historique, ce n'est jamais quelque chose d'acquis, c'est le résultat d'un combat, un combat permanent entre la version officielle et les vérités qu'on a voulu enterrer. Et ça nous interroge finalement sur le courage qu'il faut à une nation pour oser regarder en face les pages les plus sombres de son histoire.